Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire une session sur les neurosciences, le relationnel et les émotions, parce que pour nous, ce sont vraiment des éléments majeurs qu'il va falloir intégrer dans votre relation client en 2025, puisque certes, il y a l'IA, et c'est demain qu'on va faire cette session sur l'IA, sur les callbots, mais quand l'automatisation, quand le self-care ne suffit pas, eh ben justement, il faut mettre de l'humain, il faut que l'humain apporte une véritable valeur ajoutée. Et c'est pour cela qu'on a réuni un panel de 3 experts qui vont aborder ensemble plusieurs choses. La première, déjà, on va se dire pourquoi c'est important de miser sur l'humain et le relationnel. Deuxième chose, Marc va nous expliquer ce que c'est les neurosciences et pourquoi il est important de l'intégrer dans l'expérience client. Nous verrons ensuite avec Véronique comment on peut intégrer l'intelligence relationnelle dans son service client. Ensuite, Laurent reviendra sur l'importance d'écouter la voix du client, mais également de revoir le rôle des agents du centre de contact à l'ère de l'IA. Et bien entendu, à la fin, on vous proposera une session de questions-réponses. Alors avec moi, en fait, j'ai vraiment le plaisir d'avoir 3 experts. Donc Véronique Loupeau, qui est responsable relations clients dans le groupe France Mutuelle. Laurent Trojani, qui est responsable de l'expérience client Keio, une filiale de Bouygues Télécom. Et donc Marc van Riemenhunt, notre confrère belge, qui est auteur et consultant chez Sapien UX. Alors, je te laisse peut-être présenter le groupe France Mutuelle pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, le groupe France Mutuelle, en fait, est une mutuelle au sens où on est inscrit en fait dans la mutualité. On n'est pas une assurance. On est là pour protéger nos adhérents. On est 153 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de plus de 100 000 millions d'euros, des fonds propres intéressants, des personnes protégées et en individuel et en entreprise et en collectivité. On continue à se développer pour pouvoir répondre à chaque personne sur son besoin en santé. La relation adhérent est composée de 23 personnes dont je suis responsable. Et vous êtes équipé de la solution de centre de contact Eloquent et les enquêtes de satisfaction Eloquent en particulier. J'aurai l'occasion d'en parler. Alors, Laurent, je te laisse présenter Bouygues Télécom Pro Keio. Bonjour à tous. Alors moi, je ne vous ai pas mis de chiffres parce que j'ai préféré commencer un petit peu par les valeurs du groupe. Donc, Bouygues Télécom, je travaille chez Keio, qui est une filiale de Bouygues Télécom Pro. Notre marché, c'est les 4 millions de TPE et de pros, et on est éditeur de solutions de télécommunications. Et nos valeurs, c'est vraiment essayer de simplifier la vie des TPE et des pros autour de 4 piliers fondamentaux: la fiabilité, l'innovation et les services. Et c'est ça qui nous anime finalement dans notre promesse d'expérience client et qu'on essaye de renvoyer sur notre marché. Donc Keio, c'est presque 400 collaborateurs, et puis au niveau de la division Bouygues Télécom Pro, c'est près de 100 000 clients qui sont clients chez nous. Et on a la chance d'avoir Bouygues Télécom Pro client depuis des années sur l'écoute client. Et Laurent, on se connaît depuis déjà 10 ans ou quelque chose comme ça, 8 ans? Oh ouais, un peu plus que ça. Ouais. Ah là là, ça fait très très longtemps. Et c'est toujours un plaisir de t'avoir dans une conférence. Et on va finir par Marc. Bonjour. Alors Marc, dis-nous un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais exactement et qu'est-ce que c'est que Sapiens, ton entreprise? Alors, juste pour la petite histoire, donc, quand j'étais gamin, j'avais un problème d'autisme, mais la partie sociale uniquement. Et donc, depuis que je suis tout gamin, j'ai dû apprendre à fonctionner avec les autres et essayer de décrypter les comportements des autres personnes que j'avais devant moi parce que je ne comprenais pas. J'ai toujours du mal à comprendre bien, mais ça va mieux. Et donc, j'ai fait en fait de ce handicap une passion et puis un métier. Et donc, j'ai commencé à mettre ça à disposition des entreprises en me basant sur toutes les recherches que j'avais effectuées en termes de neurosciences, donc comment fonctionne le cerveau, aussi de la psychologie cognitive, etc. Et donc, aujourd'hui, on travaille pour des entreprises, je ne vais pas donner de nom parce que je ne pense pas que ça a vraiment de sens, mais enfin, en gros, il y a beaucoup de boîtes du CAC 40 et en fait, on travaille principalement sur des solutions liées à des problématiques de comportement. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour augmenter la performance de commerciaux ou comment est-ce qu'on fait pour augmenter la performance dans les centres d'appel, etc. Voilà. Ouais. Et Marc est auteur du livre 300 000 ans d'expérience client qu'il a eu le plaisir de me dédicacer. Et vous pouvez également le retrouver sur ton site. Je crois qu'il est en libre téléchargement, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Donc vous pouvez n'hésitez pas à le lire. Un beau pavé de 305 pages où on voit un petit peu comment fonctionne le cerveau humain. Alors,
moi, je vais présenter maintenant Eloquent. Donc, Eloquent, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est éditeur de solutions de centres de contact et d'enquête de satisfaction. Donc, en fait, ça fait plus de 20 ans qu'on existe. Hein. On a plus de 100 collaborateurs, 120 collaborateurs. On gère un demi-milliard d'interactions chaque année, que ce soit des enquêtes de satisfaction, du téléphone, du chat, du mail, etc. Et donc, on équipe plus de 320 entreprises dans le monde. Comme je le disais, on propose aux entreprises de mettre en place des solutions et des logiciels de centre de contact omnicanal, comme on l'a mis en place chez Véronique, ou de la solution de voix du client collaborateur, comme on l'a en place chez Bouygues Télécom Entreprise. Et on peut bien sûr mixer les deux, ce qui est tout l'intérêt. Et on propose également l'IA, mais ça, l'IA, on en parlera demain plutôt. Alors, la première chose, c'est pourquoi il est-il important de miser sur l'expérience client, les émotions et le relationnel. Vous avez vu comme moi l'affiche de All for Customers, il y a de l'IA. Sur la plupart des conférences, on parle de l'IA. Nous, on a décidé de se dire, mais ce qui est important, c'est l'humain. C'est l'humain qui va faire la différence. Et c'est vrai qu'on en parlait encore ce midi. J'étais en train de me dire, tiens, il faut faire un podium de les plus mauvaises relations clients qu'on ait vues. Je ne vous dirai pas les noms, mais souvent, ce n'est pas les outils qui pêchent, mais c'est le côté humain. Et c'est ce côté humain qui énerve et qui fait quitter une entreprise. Et là, je vous ai mis quelques chiffres en fait, d'élus service client de l'année qui montrent bien que c'est souvent le relationnel et le service client qui est le maillon faible dans une relation client. Là, 93% des gens sont prêts à se dire, voilà, en cas de déception, 89%, à arrêter un service ou ne pas acheter. 93%, la qualité de la relation client a un impact sur l'image qu'on a de l'entreprise. La relation client influence l'achat ou le réachat. Et en cas de mauvaise expérience, de bonne expérience plutôt, on est prêt à dépenser plus. Donc l'expérience client, ça a un réel impact sur de la fidélité et l'expérience client. Ça, c'est le classique. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il faut quand même répondre aux fondamentaux. Si on n'a pas les fondamentaux, qui est bien sûr de répondre aux attentes, aux produits, en termes de connexion, joignabilité, etc., on sera vraiment à la traîne et en zone de danger. Si on est juste comme les autres, c'est-à-dire qu'on va tout simplement répondre correctement, poliment, on va être à l'écoute du client, éventuellement on va personnaliser, mais ça on fera juste comme les autres. Si on veut véritablement se différencier, comme le fait le groupe France Mutuelle, comme le fait Keof, en fait il faut aller chercher autre chose et il faut aller dans l'émotion et vraiment dans cet aspect intelligence relationnelle. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant avec Marc. Alors Marc, justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que les neurosciences, pourquoi c'est important de l'intégrer dans sa relation client? Alors, je te passe la zapette. Merci beaucoup. Alors, en 10 minutes, je vais avoir du mal à tout vous expliquer, vu le sujet qui est tellement large. Mais en fait, en gros, si on prend par exemple votre expérience, vous imaginez ce matin, essayez de vous voir sortir du lit, vous vous levez, vous prenez une boisson chaude, vous vous décidez de comment vous allez vous habiller, vous vous dites tiens, qu'est-ce qui va se passer dans la journée, vous regardez peut-être vos mails, vous regardez comment arriver au salon ici. Quand vous êtes arrivé ici dans la salle, vous vous êtes dit mais où est-ce que je vais m'asseoir, etc. En gros, depuis le début de cette journée, vous avez utilisé des centaines de fonctions cérébrales différentes sans vous en rendre compte. Et tout le propos des neurosciences depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est de mettre au jour le fait que si on a l'impression que nos pensées sont un bloc, en fait c'est faux. Elles sont composées de 180 fonctions cérébrales. Là on en voit quelques-unes ici. Je vais peut-être juste vous expliquer rapidement, mais en gros, quand on parle du système émotionnel, en fait en gros c'est l'espèce d'ogive bleue là, que vous voyez là au milieu, qui est la première structure qui a été développée il y a plus de 300 000 ans dans notre espèce. Et en gros, à cette époque-là, il n'y avait pas d'IA, il n'y avait pas de service client, etc. Le but, c'était de survivre. Et en fait, on n'a pas fait un reset au Moyen-Âge en disant, tiens, on va supprimer le système émotionnel. Et donc, il est toujours là. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre optique, rationnellement, on a tendance à se dire, d'un côté, il y a le rationnel, de l'autre côté, il y a l'émotionnel. Et c'est une grosse erreur, parce que l'émotionnel n'est pas un ajout au rationnel. En fait, c'est comme les poupées russes. C'est impossible d'avoir quoi que ce soit comme pensée qui soit non teintée par de l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est pas le waouh. Émotion, ça vient du latin movere et qui veut dire mettre en mouvement. Et donc, en fait, chaque chose que vous faites dans une journée, tout ce que vous avez fait depuis ce matin, en gros, c'est votre système émotionnel qui, dans 95% des cas,
va décider en fait de simples choses. Heureusement d'ailleurs, parce que si vous deviez à chaque fois vous dire alors quand je dois ouvrir la porte, il faut que je me souvienne que c'est une clenche que je vais ouvrir comme ça, donc il faut que je descende mon bras, etc., vous deviendrez dingue. Donc votre système en fait est basé sur de l'automatisation et de l'anticipation. Et c'est ça qui est intéressant dans le système émotionnel, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc en gros, vous avez 180 fonctions à l'intérieur de votre cerveau, et ces 180 fonctions forment une grammaire. Et même si vous êtes tous des individus et des personnalités différentes, vous avez pourtant à 99,99% exactement les mêmes fonctions localisées exactement au même endroit à l'intérieur de votre cerveau. Donc il y a des fonctions pour anticiper le plaisir. C'est pas du tout la même que quand je vis un plaisir immédiat. C'est pas du tout la même que quand j'évalue ce que j'avais anticipé avant. C'est pas du tout la même que quand j'ai peur, la protection dans des situations vécues, etc. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans les organisations, cette connaissance qui existe maintenant depuis des décennies dans les neurosciences n'est pas encore suffisamment, à mon sens, appliquée. Et c'est là, en fait, qu'il y a vraiment des leviers à apporter pour avoir de la performance. Alors justement, on va maintenant redescendre d'un cran. Et si on s'intéresse à la relation client et l'expérience client, comment on va pouvoir appliquer les neurosciences donc à la relation client et l'expérience client? Alors de nouveau, c'est tout un sujet. En 2 minutes, c'est compliqué à vous expliquer. Mais en gros, si vous voulez, le principe de base, c'est que, de nouveau, dans votre cerveau, vous avez différentes fonctions qui vont s'activer de manière probablement non consciente dans la plupart des cas. Je vous donne un exemple concret de ça. Vous avez, on en a discuté tout à l'heure, vous avez envie de voir la suite d'une série, mais en même temps, vous savez que vous devez travailler. Vous avez déjà eu ça. Hein. Alors on a l'impression d'avoir un petit ange et un petit diable. En fait, c'est une matérialisation concrète de comment fonctionne votre cerveau. En fait, en gros, vous avez des pensées qui viennent de fonctions différentes, d'endroits différents dans votre cerveau, et un petit peu à la manière de Darwin, en fait, en gros, on va avoir des pensées qui vont sortir plus que d'autres. Et ce qui est intéressant dans la relation client, c'est que donc, toutes ces pensées, on va juste faire un petit stop ici, vous êtes tous gentiment silencieux là, parce que la norme sociale veut que, pendant qu'un présentateur parle, vous ne disiez rien, mais vous avez plein de pensées. D'accord ? Et ces pensées-là, moi, je ne les entends pas. Et personne ne peut les entendre. Si j'étais quelqu'un au bout de la ligne, je n'entends pas ce que vous pensez. Et ces micro-pensées, ce que nous on appelle des micro-pensées, on peut en fait travailler à partir de cette matière-là pour construire un script, si vous voulez, non pas de ce qu'un agent ou un commercial doit dire, mais bien de ce qui doit se passer dans la tête du client. Et de laisser le commercial ou la personne en charge de la relation client trouver comment est-ce qu'il va générer ces micro-pensées à l'intérieur de la tête de quelqu'un. Et ça, je peux vous dire juste que ça a une puissance complètement différente que les techniques classiques qu'on applique, tout simplement parce qu'on rentre directement dans ce que la personne voudrait ou pense avoir dans sa tête. Par exemple, si quelqu'un vous appelle avec un problème, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Et si vous n'arrivez pas à répondre à ça, c'est compliqué. Et donc, scripter ces éléments-là, industrialiser, si vous voulez, ce que le client doit penser, pour moi, c'est la seule manière de faire l'expérience client. Parce que l'expérience client, c'est pas une... Véronique va expliquer après aussi, c'est une résultante. Ce n'est pas une division dans une entreprise. Une expérience client, ça se passe à 100% dans la tête du client, nulle part ailleurs. Ce que vous pouvez faire, vous, c'est anticiper ça et essayer d'être le plus proche possible de ce que veut dire une expérience positive. Et donc là, en fait, il y a des techniques pour arriver à ça. Ouais, et tu disais que le but, toi, quand tu vas dans une entreprise intégrer ta méthode, c'est d'aller travailler justement sur ceux qui sont pas bons ou mauvais, parce qu'il y en a d'autres qui le font de manière naturelle. Donc il faut vraiment avoir un impact sur ce maillon faible pour que l'expérience client, tac, augmente tout. Oui, en fait, de nouveau, il y a des gens qui ont naturellement des prédispositions à entendre les choses, etc. Et souvent, ce sont ce qu'on appelle les best performers, donc ce sont des gens qui cartonnent bien, soit qui vendent très bien, soit qui font du support très bien, etc. Le problème, c'est qu'on ne sait pas industrialiser ça dans une entreprise qu'avec des talents qui sont naturels. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on amène des personnes qui ont moins facile à être bons. Et là, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque personne est différente. Donc si je scripte ce qu'une personne doit dire au téléphone, il y a... et je forme par exemple 50 personnes, il y en a 3 qui vont trouver une partie intéressante pour leur personnalité à eux et qui vont le redire. Il y en a 3 autres qui vont aller dire « Ah mais non, c'est plutôt cette partie-là, moi, qui m'intéresse ». Et finalement, tout ce script que vous avez fait, en fait, il n'y a personne qui l'utilise vraiment. L'autre optique, c'est de dire «
je ne scripte pas ce que la personne doit dire. Je scripte ce que le client doit penser et je laisse l'agent ou le commercial trouver par lui-même, avec sa personnalité, les techniques pour arriver à faire ça. Et là, on arrive à des impacts qui sont très différents. Alors justement, ça a l'air d'être un peu magique tout ça. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la méthode pour y arriver, la méthode Sapiens? Alors, en fait, si vous voulez, le truc, c'est qu'il faut partir d'un comportement. Donc, disons que quelqu'un vous appelle, il y a un comportement qu'on peut observer. Je ne sais pas, moi, il est fâché, ou il a un problème, ou peu importe. C'est un comportement. Mais de dire qu'il y a ce problème n'est pas suffisant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il a en tête. Donc, et pour ça, en fait, on fait ce qu'on appelle un profilage comportemental. Parce que si on prend, par exemple, dans un centre d'appel comme chez Véronique, et qu'on regarde ce qu'il y a de commun à tous les gens qui appellent, vous allez voir qu'on trouve des choses qui sont à 70% communes à tout le monde quand on appelle dans ce cadre-là. L'idée est de faire ce qu'on appelle un profilage comportemental. Donc, on va aller regarder quel est le comportement actuel, quelles sont toutes les variables, les axes, etc., qui permettent de pouvoir l'expliquer. Une fois qu'on a le comportement actuel, on va regarder comment est-ce qu'on peut changer ce comportement et si oui ou non c'est faisable. Parce que parfois, il y a des cas où c'est pas réalisable. Et pour ça, en fait, on utilise des modèles comportementaux, donc on en a une vingtaine, et qui permettent de pouvoir réfléchir à comment changer le comportement. On verra un exemple après. Et donc ensuite, on forme les commerciaux ou les gens dans les centres de support afin que les personnes puissent bouger. Et puis après, en fait, on va faire des renforcements. Ça aussi, c'est important. On ne va pas juste faire une formation d'une journée parce que ça, en règle générale, ça ne marche pas. Donc, c'est important d'avoir des phases de renforcement de manière à ce qu'un nouveau comportement puisse se mettre en place. Et de nouveau, quand je parle de micro-pensée, c'est ce que vous avez eu dans la tête tout à l'heure, ou vous avez encore maintenant. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais vous en avez. Ça, c'est ce qu'on appelle des micro-pensées. Et donc, l'idée, c'est de les séquencer pour avoir une meilleure... Si, par exemple, je veux vendre des pompes à chaleur, le mieux, c'est de scripter comment la personne devrait vivre les choses de manière à ce qu'elle puisse le comprendre, le client que j'ai en face de moi, sans qu'elle me le dise. Ouais, et c'est vrai que j'aime bien dans ta méthode, c'est qu'en fait, tu vas travailler avec les collaborateurs, les agents du service client, les commerciaux, etc., pour en fait leur faire dire la bonne manière de faire. Et tu m'as dit, j'avais bien aimé cette phrase, on arrive souvent à trouver la bonne méthode ou le bon mot ou la bonne idée à faire pousser dans l'esprit des gens quand le commercial dit « mais enfin, c'est pas compliqué, c'est comme ça ». Et c'est ça en fait qui permet de se dire finalement on a trouvé l'idée qui va permettre au client en face ou la personne qui appelle « ah ouais, mais il y a quelqu'un qui a vraiment compris ma problématique ». Alors justement, avec les pompes à chaleur, tu as travaillé avec une entreprise justement sur ce sujet-là pour les aider en fait à plus vendre. Comment tu as fait et quels ont été les résultats? En fait, c'est les 4 étapes que je vous ai montrées avant. Donc, le profilage comportemental, quelqu'un qui change sa pompe à chaleur parce qu'elle trouve que sa consommation d'électricité est trop élevée, etc. Ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens quand ils pensent à ça? Qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes à vous? Et à 70%, on a fait toute une analyse de chaque variable de comportement et on a isolé ce que la majorité des gens pensent au moment où ils font faire ce changement-là. Ce qui est évidemment très important parce que ça va nous permettre d'avoir un argumentaire qui est structuré. Et ils vont permettre de faire les micro-pensées. Donc, la deuxième étape, c'est justement de définir les micro-pensées. Et puis, c'est de, comme je vous le disais tout à l'heure, surtout laisser les gens dans vos équipes trouver les solutions. Ça a un double impact. Le premier, c'est qu'il va s'engager à trouver. Et le deuxième, c'est qu'en mise en application, on sait que du coup, ça va être meilleur. Et à la place de mesurer les commerciaux sur un script qu'ils doivent dire, moi j'ai vu des scripts comme ça, où les commerciaux cochaient toutes les cases, il n'y avait rien qui était vendu. Et donc à côté, avec une technique comme celle-là, on scripte ce que la personne doit penser dans la tête et on va lui dire comment tu fais. Par exemple, une pompe à chaleur, c'est pas facile de comprendre comment ça fonctionne. On se dit, ok, et donc il y a de l'air qui rentre et puis il y a de l'air chaud qui ressort. Et donc une des micro-pensées qui doit être générée dans la tête des gens lorsque les visiteurs techniques vont chez eux pour voir la faisabilité du projet, c'est celle-ci. Ah, en fait, ça fonctionne comme ça, une pompe à chaleur. On ne me l'avait jamais expliqué aussi simplement. Comment vous faites pour générer ça? Alors là, je travaille avec les commerciaux, alors ils me disent, une pompe à chaleur, ça rentre de l'air froid, ça sort de l'air chaud. Je dis, je peux comprendre intellectuellement, mais je ne me projette pas, j'arrive pas à le sentir. Ouais, tu fais pas la différence entre 2 vendeurs de pompes à chaleur, les deux vont dire la même chose. Voilà, ils vont vous dire ça. Et donc, je pousse les commerciaux en coaching. Je les pousse, et puis à un moment donné, comme tu dis,
Il y en a un qui est tellement énervé que je le pousse, qui me dit « Mais enfin, Marc, c'est quand même pas compliqué, quoi. Tu vois, en hiver, quand tu inspires de l'air, oui, ben, c'est froid, oui. Et quand tu souffles, ça fait de la vapeur, c'est chaud, oui. » Et je le regarde, je dis « Ok, là, j'ai compris ce que c'est une pompe à chaleur. C'est comme les poumons. Et en fait, ça inspire de l'air froid et ça souffle de l'air chaud. Ok, j'ai compris. » Alors ça, c'est une micro-pensée dans une séquence complète, parce qu'on va traiter évidemment le prix, etc., de la même manière. Et donc, il y avait une autre anecdote qui était très intéressante. Donc, les techniciens doivent passer dans toutes les pièces de la maison pour mesurer le volume. Mais je ne sais pas si vous imaginez ouvrir votre intérieur, d'accord ? Vous arrivez, vous n'avez pas fait le ménage, et puis il y a quelqu'un qui va passer dans toutes les pièces. J'ai été sur le terrain pour voir dans le profilage. Réflexe de pratiquement 100% des gens, c'est « Ah bon, vous devez aller dans toutes les pièces, mais pourquoi ?» Et la raison réelle, c'est « Mais j'ai pas envie d'ouvrir mon intérieur, je sais pas moi, j'ai une culotte qui traîne ou des chaussettes où j'ai pas fait le ménage, etc. » Donc, on doit expliquer pourquoi est-ce qu'il faut passer dans toutes les pièces. Et alors je leur dis « Mais pourquoi ?» Ah ben parce qu'on doit faire un dimensionnement de la pompe. Ok, je comprends rien. Comment tu fais pour me dire, pour me générer dans ma tête, ah ok, en fait il est obligé de passer dans toutes les pièces parce que sans ça, il n'y a personne qui sait faire une offre. Et donc on coupe l'herbe sous le pied à tous les concurrents qui évidemment ne font pas ça. Et donc à un moment donné, je le pousse de nouveau, quoi, les commerciaux. Et puis il y en a un qui me dit de nouveau, quoi, mais enfin Marc, c'est quand même pas compliqué. Tu choses du combien? Je dis 41,5. Ok, si je te vends une paire de chaussures 39, bah, tu vas pas rentrer dedans. Et si je te vends une paire de pompes à 45, tu vas payer trop cher parce qu'elle est trop grande. Eh ben, une pompe à chaleur, c'est la même chose. Il faut trouver la bonne taille. Et donc, soit je vais t'en mettre une trop petite et donc tu vas avoir froid, soit je vais t'en mettre une trop grande et puis tu vas payer trop d'électricité. Et pour faire ça, on est obligé de passer à l'intérieur de toutes les pièces. Ici, c'est deux exemples. Mais vous voyez, en fait, imaginez ça avec le prix. Pourquoi est-ce que je rentre? Quelle est l'offre? Qu'est-ce qui va se passer après, etc. Et là, l'avantage, c'est que chaque commercial crée sa propre structure. Il n'y a pas de structure standard. Par contre, on mesure comment les micro-pensées des gens sont générées. Et ça donne des résultats. Ah oui, oui, là, ici c'est un exemple, mais en termes de performance, on arrive à des performances qui sont, quand je vous disais que ça peut être impressionnant parfois, c'est le cas. Donc ici, on a augmenté de 13% les performances commerciales en 3 mois, et c'est pas isolé. Donc vous allez voir ici quelques clients, c'est pas important, mais voilà. L'idée, c'est de vous montrer simplement qu'il y a un paradigme différent à adopter, parce que grâce aux neurosciences, maintenant, on ne peut plus dire « je ne sais pas en fait comment fonctionne le cerveau des gens ». Alors, ça ne veut pas dire que dans les organisations, il ne faut pas former, etc. là-dessus, mais c'est une réalité. On va rajouter encore des outils avec de l'intelligence artificielle, mais à un moment donné, c'est des humains qui achètent, quoi, hein, à moins qu'il y ait une machine qui vienne acheter, mais voilà. Ben, merci Marc. Alors maintenant, on va passer à Véronique et on va parler de l'intelligence relationnelle. Alors, ce que je te propose, c'est que tu nous dises pourquoi selon toi, en fait, la relation client est humaine avant tout. Je voulais d'abord revenir sur un élément essentiel pour moi. Je ne travaille plus pour un centre d'appel. Oui, je suis revenu de grands centres d'appel, j'ai fait ma carrière. Aujourd'hui, je suis au service de la relation adhérent et ça change la donne. J'ai des chargés de clientèle. On enlève le mot télé de tous les acteurs et conseillers et tout ce qu'on veut. Et mes chargés de clientèle, en fait, prennent en considération chacun de nos adhérents. C'est essentiel à comprendre. Ça va faire la différence avec ce que je vais vous exposer. Oui, j'ai choisi dans un premier temps Eloquent pour avoir un outil de pilotage où en 3 clics, vous avez ce que vous voulez. J'ai abandonné les tableaux de bord Excel où je passais du temps, pas possible, je m'arrachais les cheveux. Là, mon directeur me demande, j'ai besoin le taux d'efficacité de la semaine dernière, du mois dernier, de l'année dernière. Boum, 3 clics, c'est servi sur un plateau. J'ai choisi aussi de travailler avec Téléressources, c'est un organisme de formation, j'y reviendrai aussi, pour justement cette gestion des émotions. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais je suis dans l'émotion pas possible, hein, au top de là-haut. J'ai fait des petits exercices de respiration avant, mais ça ne m'a pas suffi finalement. Mais je vais me contrôler. Soyez indulgents avec moi, j'ai pas ton charisme. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que les adhérents, les clients, ils veulent du tout de suite, vous tous. Du tout de suite. On arrive à un moment donné, il faut être hyper réactif, agile, connecté, tout ce qu'on veut. Ok, très bien. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans une journée, avec ce tout de suite, eh ben, on est confronté régulièrement à des adhérents, des clients qui ne sont pas contents,
qui vont commencer un petit peu à s'énerver avec vous au téléphone. Et je me suis dit, j'ai un service de la relation adhérent exceptionnel avec, moi je le sais, comment je vais faire pour pouvoir le prouver à ma direction et surtout aux collaborateurs. J'ai choisi la solution éloquente pour mettre en place les enquêtes de satisfaction post-appel. Ça veut dire que quand toute votre vie, on vous apprend à raccrocher avant le client, ben là, il faut raccrocher après lui et s'enclenchent 3 enquêtes, trois questions. Quand j'ai vu les résultats et les verbatims de nos adhérents, la preuve était faite. Aujourd'hui, la relation adhérent, c'est 4,8 sur 5 de taux de satisfaction. 96% de nos adhérents sont satisfaits. Et pourquoi on n'est pas non plus un centre d'appel comme on peut l'entendre? 87% du temps, on répond à la demande de l'adhérent en un temps. Le taux de résolution est exceptionnel. Ce que j'ai pu aussi faire, c'est évidemment le communiquer à mes chargés de clientèle. Qu'est-ce qui est le mieux de commencer un lundi matin avec un verbatim personnel où votre adhérent, votre client vous dit « Vous avez été formidable, franchement, merci beaucoup, merci à vous ». Et on est sur plus de 11 000 verbatims en 2024. Je ne parle pas de quelques centaines, je parle de milliers de verbatims. Ce qui fait que je me dis, il faut aussi communiquer avec la direction. On le fait au CODIR. Donc mon directeur présente les chiffres de la relation adhérent auprès de toute la direction. Et ça donne un plus, ça donne une envie de se dire, ouais, ben grâce à la relation adhérent, à la relation avec nos adhérents, on va pouvoir l'utiliser aussi pour aller dans les entreprises et leur dire, voilà la différence. Nous, on est là et nos adhérents sont satisfaits. Ouais. Bon, après, l'étape d'après, avec Eloquente, j'ai pu justement avoir cet outil d'intelligence artificielle avec l'analyse sémantique. Parce que moi, avec mes petites, je déteste Excel et je ne vais pas analyser les 11 000 verbatims et savoir quel est le mot qui en ressort dans les équipes. Et je l'ai fait hier soir pour vous donner ce chiffre, parce que c'est mon projet 2025. Et je suis tombée par terre parce que le mot qui est ressorti à 56% sur les plus de 11 000 verbatims, c'est le mot compétence. Ce qui veut dire que non seulement j'ai su, avec nos équipes, garder la relation avec l'adhérent, cette considération qu'on leur apporte à chaque appel, et en plus de ça, on a une équipe où on peut le prouver dans la compétence. Mais ce qui est intéressant, donc tu l'as dit, il y a les verbatims qui sont laissés sur l'entreprise, mais également, comme tu disais, les verbatims qui sont envoyés aux collaborateurs le lundi matin, c'est sur eux, c'est pas sur la relation client. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que malgré le volume d'appels, parce que vous avez vu un volume supplémentaire d'adhérents à traiter, ben la satisfaction n'a pas baissé, alors que c'était un petit peu plus compliqué de vous joindre parce que vous avez un petit peu plus d'appels. Donc ça a joué cette note de satisfaction qui reste à 4,8 sur 5 parce que vous avez conservé cet aspect émotionnel. Parce que tu l'as dit, à la fin de la conversation, le client il doit se dire quelque chose, c'est l'effet waouh. Donc on a vraiment merci. Comme tu l'as dit, il doit vraiment te dire, votre objectif à vous, c'est qu'à la fin de la conversation, le client vous remercie, merci d'avoir pris le temps, et que les objectifs des conseillers, c'est vraiment ça. C'est pas suivre le temps, il n'y a pas de temps imposé, il n'y a pas de durée. C'est voilà, je dois faire mon maximum pour satisfaire le client, être orienté client. Tout à fait. Merci Frédéric. Alors, vous avez fait pour cela une formation donc avec Daniel Centure de Téléressources. Ça, c'est quelque chose qui a fait la différence parce que c'est une formation sur la gestion des émotions. Exactement. Donc une fois qu'on a un petit peu les techniques que tout le monde connaît par cœur, les techniques qu'on retrouve en centre d'appel, rappelez-vous, on n'est pas un centre d'appel, on est la relation adhérent. Et les émotions, on les vit tous, on les vit à chaque instant, dans un contexte. Tout à l'heure, tu disais, vous êtes arrivés ici, vous n'avez pas su où vous asseoir. Peut-être que tout à l'heure, vous n'allez pas oser poser une question à la fin de la conférence parce que vous allez avoir trop d'émotions en vous et que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple de gérer ces émotions. Et au téléphone, c'est très difficile parce qu'il y a cette barrière du téléphone qui fait que l'adhérent ou le client peut dire ce qu'il veut. Ce que je dis, moi, c'est que c'est dans les dans les premières secondes où déjà la donne va changer. Si quand vous vous présentez Groupe France Mutuelle, Véronique, bonjour, avec le sourire, ça va faire la différence entre France Mutuelle, bonjour, quoi. Donc,
juste ça, ça va changer la donne sur l'appel. Il faut expliquer les choses, en fait. C'est pas parce que l'adhérent doit être unique, on doit répondre à plein de critères, il faut l'expliquer. La chose la plus difficile au téléphone, et même maintenant, hein, c'est l'écoute. Là, vous allez nous écouter pendant 50 minutes, ça va être très difficile d'être concentré tout ce temps-là. En général, on entend, on n'écoute pas. Et pour les chargés de clientèle, quand on a compris la problématique, on n'écoute plus. Alors que l'adhérent, le client, quand il nous a contactés, c'est pour lui aussi s'exprimer, pour vous dire quelque chose. D'où le fait que ce n'est pas juste la solution qu'ils attendent. L'adhérent attend aussi un échange, une relation avec vous, une relation avec le conseiller qui vous a en ligne. Et c'est primordial. C'est pour ça qu'il n'y a pas de DMT, DMC, ce qu'on peut entendre des centres d'appel, temps moyen de conversation. Depuis quand on doit répondre en 3 minutes? Enfin, à un moment donné, non. Si l'adhérent a envie de dire un petit peu plus, on y va. Et ça fera la différence. Et ça fera aussi l'effet waouh. J'ai même pas envie trop de vous parler de la reformulation. C'est un truc horrible. Je vais vous donner un exemple. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je voudrais avoir ma carte de tiers payant, ma carte mutuelle. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez avoir votre carte de tiers payant, c'est ça que vous voulez? Il faut que ça soit intelligent, une reformulation, sinon ça n'a pas de sens. C'est important. J'aimerais bien vous parler du sourire, parce que le sourire, c'est le plus gros. Vous vous rendez compte que les chargés de clientèle doivent sourire à chaque appel, toutes les heures, toute la journée, tous les mois, toute l'année, tout le temps. Et si on n'a pas envie de sourire un jour, c'est qu'on fait mal son travail. Il faut savoir que le sourire, pour l'avoir, c'est parce qu'on aime son métier. Et pour aimer son métier, il faut lui apporter tous les outils nécessaires, les formations dont on a besoin pour aider chaque collaborateur à apporter le meilleur de soi-même. Et c'est là-dessus que ça fera aussi la différence. Quand on aime son métier, on a envie de sourire. Quand on arrive au travail, j'ai mal au ventre, je ne suis pas bien, allez dire bonjour avec le sourire, hein, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a une chose que j'aime bien, parce que tu l'as dit, il y a 3 éléments clés pour cette gestion des émotions. Le décrocher, ce fameux bonjour, l'écoute, la reformulation. Mais tu m'as dit aussi qu'il faut donner du temps aux conseillers de temps en temps, parce qu'autrement, en fait, comme tu l'as dit, il peut y avoir 20 appels qui se passent bien, et à 21e appel, et on se fait un petit peu engueuler par le client, et là, on repart en arrière. Donc vous avez mis un petit truc en place qui permet justement aux collaborateurs de repartir en niveau de morale positif. Tout à fait, merci de me le rappeler, Frédéric. En fait, si vous voulez, quand vous décrochez le téléphone, même si on vous remercie, 1 appel, 2 appels, 20 appels, 40 appels, merci beaucoup, il suffit d'un seul appel dans la journée, un seul, où on vous dit, vous ne servez à rien, c'est toute votre journée qui tombe par terre. Une seule fois dans la journée et ça massacre votre journée. Et ça, c'est très très compliqué. Donc pour éviter cet appel qui suivra, parce qu'on sert à rien, très bien, et en plus de ça, je dois décrocher le suivant. Non, à un moment donné, il faut souffler. Sourire. Il faut souffler, il faut se dire, allez, moi j'ai mis en place pour les équipes ce qu'on appelle un temps de décompression pour éviter l'appel de trop. L'appel, on va péter des plombs. Alors que l'adhérent suivant, il y est pour rien, le client suivant. Ce n'est pas de sa faute si, juste avant, on dit qu'on ne sert à rien. Donc à partir de là, le conseiller peut prendre 2 minutes, 3 minutes, 15 minutes. Il prend le temps qu'il faut, que quand il va décrocher l'appel suivant, il sera bien et il aura le sourire. Et peu importe le temps. Ce qui fait que dans ces équipes, c'est à peu près 30 minutes par semaine, sachant qu'il y a 20 chargés de clientèle. Alors, vous avez également travaillé sur le quality monitoring, justement pour gérer cette partie émotion. Donc, pour toi, et aussi ce qu'on disait avec Daniel Centure, c'est que c'est un moment de coaching. Le but, en fait, de quality monitoring, c'est pas de cocher des cases, comme le disait très justement Marc, c'est de travailler sur la posture et travailler sur les émotions, le ressenti, le relationnel. Exactement. À bas les scripts. Il faut savoir parler avec ses propres mots et... pardon. Et à partir de là, en fait, nous, quand mes superviseurs, d'abord je déteste le mot superviseur, c'est des managers pour moi, font de la double écoute avec les chargés de clientèle, c'est oui, pour les faire monter en compétence sur le besoin de chacun d'entre nous, mettre en place des formations si nécessaire derrière pour l'ensemble de l'équipe, mais c'est aussi, et c'est le plus important pour moi, pour mes managers, c'est un moment d'échange. La relation qu'on apporte à nos adhérents, à nos clients, on doit apporter la même à nos collaborateurs. C'est essentiel. Moi, j'aime à dire que
allez, superviseurs, excusez-moi, leur métier, le sens de leur métier, c'est de donner envie de faire le métier que font les collaborateurs. Et si jamais on arrive à ça, si tous mes collaborateurs, mes superviseurs, managers arrivent le matin avec le sourire, qui est le grand gagnant? Le client. Alors justement, la prochaine étape que vous allez mettre en place, c'est un travail cette fois sur tout ce qui est le travail sur le corps. Parce qu'on a travaillé beaucoup sur les émotions, l'esprit. Donc qu'est-ce qui est prévu pour 2025? Alors, je me suis dit, allez, on a travaillé les techniques, on travaille sur les émotions, ça c'est du continuel. Mais finalement, les émotions, elles se vivent à travers notre corps. Moi là, je vais mieux avec vous parce que certainement, je vous ai dit, je suis trop stressée. Mais c'est mon corps qui parle, qui me parle. Donc à partir de là, il y a aujourd'hui des temps de respiration que j'ai envie d'apprendre, avec mes équipes. Peut-être que ce temps de décompression, au final, on pourra y mettre ces temps de respiration pour aller encore plus loin dans l'approche et dans la relation humaine avec nos adhérents. Ah, merci. Alors maintenant, oui, on a quelques verbatims, c'est qu'on ne les a pas montrés. Oui. C'est des verbatims que ont donné les adhérents de Groupe France Mutuelle aux conseillers, mais également des collaborateurs qui montrent bien que avoir ces récompenses, le fameux module Bravo d'Eloquent, ça permet vraiment de les faire se sentir mieux. Alors, maintenant, on va passer à Laurent. Donc, tu vas nous parler de l'importance de la voix du client, de l'exploiter, mais également du rôle des conseillers avec la mise en place de l'IA qui arrive chez Bouygues Télécom, puisque vous êtes quand même à la pointe des technologies, et pas que sur la téléphonie. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors, je vais te laisser... Alors, pour rester dans le thème, déjà, moi, je voulais te remercier pour cette convention. Parce que finalement, ce sujet sur les émotions et sur le relationnel, c'est finalement ce qui nous drive, nous, quand on est professionnel de la relation et de l'expérience client. C'est cet objectif qu'on cherche à atteindre, finalement, d'aller laisser cet ancrage émotionnel qu'il peut y avoir chez nos clients, mais également au sein de nos collaborateurs. Et donc, on essaye, nous, dans notre plan d'action au quotidien, d'aller chercher cet ancrage émotionnel. Donc, réfléchir là-dessus, déjà, avec une réflexion un peu théorique et sur le fonctionnement du cerveau avec Marc, c'était vraiment génial. Puis la préparation tous les trois, ça nous a permis finalement de bien comprendre et de se dire quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre. Alors nous, chez Bouygues Télécom Pro, on a finalement essayé d'inscrire ça dans 3 grands principes qui soient faciles à comprendre par le plus grand nombre. Moi j'avais eu la chance, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'un jour d'écouter une conférence de Rami Battier, qui est l'ancien directeur général de Carrefour, et patron de Morrison, qui avait réussi, je trouve, à synthétiser en 3 grandes promesses qu'on essaye finalement de traduire chez nous dans notre programme d'expérience client, et donc de laisser cet ancrage émotionnel et relationnel sur 3 grands principes assez simples, facilement compréhensibles par le plus grand nombre, qui est d'abord écouter et satisfaire le besoin des clients. Ça paraît très simple, mais en même temps, c'est un message qui est compris par tous. Et on peut y cacher derrière de l'innovation, on peut y cacher derrière du feedback management, on peut écouter finalement sous différentes manières ses clients et essayer par l'innovation, par les produits, par les services, d'essayer de répondre à ses besoins, tant en réactif, en émotion positive qu'en émotion négative. Donc ça, c'est vraiment un besoin clair, simple, facile et compréhensible par le plus grand nombre. Deuxième point, c'est finalement libérer les énergies. Je trouve que ce terme qu'il avait utilisé et qui, moi, me semble aussi facilement compréhensible, c'est laisser les personnes les plus compétentes répondre aux émotions générées par vos clients. Ce sont les collaborateurs qui sont au plus près des clients, qui comprennent leurs problématiques, qui peuvent les résoudre. Laissez-leur les moyens de résoudre les problèmes, n'essayons pas de les résoudre à leur place. Donnez-leur un maximum d'énergie, d'engagement, d'encouragement, de moyens de pouvoir agir, que ce soit des moyens financiers, que ce soit des moyens techniques, que ce soit des outils. Laissez-les agir et libérez l'énergie pour pouvoir régler les problèmes des clients. Et puis troisièmement, on est tous perfectibles, j'ai envie de dire, on n'est pas infaillibles. Donc quand on se trompe, corrigeons nos erreurs. Et si possible, corrigeons nos erreurs le plus rapidement possible, pour pouvoir permettre justement d'enrayer ces émotions négatives et donc de faire en sorte que lorsque finalement on n'a pas atteint le but qu'on s'est donné, et tous dans cette salle ici, vous travaillez pour des clients, vous souhaitez satisfaire vos clients, et à un moment donné, il peut y avoir des dysfonctionnements, et donc corrigeons ces erreurs lorsqu'on se trompe. Donc ça, c'est 3 grands principes qui sont assez simples. Et puis derrière, moi j'ai essayé de vous faire une représentation pour coller à la thématique sur les émotions et le relationnel. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette représentation qui est le diagramme de Kano.
Le diagramme de canaux, finalement, il est souvent appliqué sur la production de produits. Et là, j'ai essayé de l'appliquer sur l'absence ou la présence de notre promesse. Et comment ça peut agir, finalement, sur les émotions et sur la satisfaction. Et surtout, ne pas se tromper dans les combats qu'on peut avoir, nous, au quotidien. On voit sur la partie basse, finalement, on a ce qu'on appelle les besoins basiques. Les besoins basiques, c'est ce qui est attendu par vos clients lorsque ils viennent chez nous ou alors chez vous. Et donc, nous, chez Bouygues Telecom Pro, c'est un service, c'est un accès Internet, c'est des services standards, c'est de la cybersécurité, c'est tout un tas de produits et de services qui sont considérés comme basiques et attendus. Ensuite, il y a les produits qui sont attendus. Il faut que ça marche, il faut qu'il y ait du débit, il faut qu'il y ait toutes ces solutions de renvoi d'appel, etc. C'est des produits qui sont attendus. Et puis après, vous avez tout ce qui est attractif, ce qu'on pourrait appeler les effets waouh, les choses qui ne sont pas finalement dans la promesse client, mais que le client va découvrir grâce à nous. Et donc, on voit que là, par rapport, pour revenir au sujet et au thème, les émotions, on va les travailler de manière différente. N'essayons pas de travailler les émotions positives, ou en tout cas essayer de trouver des effets waouh sur quelque chose qui est considéré comme basique. On ne va pas y arriver, ça va être très compliqué. Essayons d'enrayer les effets négatifs, ou en tout cas essayons d'être parfaits sur les effets basiques. Ça, c'est vraiment... Sur un aspect relationnel, c'est extrêmement important de ne pas essayer d'aller chercher quelque chose, donc sur un produit, sur un service, d'essayer d'y mettre du relationnel alors que c'est juste considéré comme basique par le client, on va s'épuiser. Lorsque le service est attendu, on peut commencer déjà à aller chercher quelque chose d'un peu plus positif. On peut commencer à aller chercher soit de l'innovation, mais surtout commencer à j'ai envie de dire, briefer nos conseillers et en tout cas nos équipes à mettre en avant ces effets positifs et à faire en sorte que cet ancrage émotionnel positif soit considéré comme un vrai asset, une vraie différence. Et puis après, bien sûr, dans notre stratégie d'innovation, mettre en avant essentiellement les aspects nouveaux, attractifs. Nous, j'ai un exemple très, très concret chez nous dans nos activités. Quand vous avez malheureusement une coupure de service, vous avez des équipes qui vous appellent. Et en tant que pro TPE, c'est quand même un marché qui est extrêmement exigeant. C'est quand même une population qui a des exigences tarifaires proches du grand public et en même temps des exigences en termes de services qui sont proches d'une grande entreprise. Donc on doit fournir finalement, on a un produit phare qui s'appelle la box tout en un. Cette box tout en un, elle doit être proche d'une box grand public en termes de tarifs et en même temps faire tout un tas de choses qui va nous permettre d'être proche d'un service de grande entreprise. Donc quand ça coupe, un pro TPE, lui, c'est son activité qui s'arrête. Donc les émotions, elles partent au ciel. Il nous appelle. Donc nous, ce qu'on a mis en place concrètement, c'est un appel proactif. Et c'est nos services techniques qui vont appeler le client et qui vont permettre de pouvoir avertir le client grâce à votre solution de backup, grâce à votre SIM 4G que vous avez sur votre box. Votre service n'a pas été coupé et nous avons rétabli le service. Et donc le client, des fois, nous dit « mais je ne me suis même pas aperçu qu'il y avait eu une coupure ». Donc là, on est clairement dans les émotions de l'effet waouh, de la promesse qu'on va pouvoir proposer et qui va laisser finalement un ancrage sur quelque chose qui n'est pas attendu. Et là, c'est là où on peut vraiment faire la différence sur cet aspect émotionnel. Alors, c'est vrai qu'on s'était vu il y a 2 ans et tu nous avais parlé des défis des professionnels de la relation client. Et depuis, en fait, il y a une petite chose qui est arrivée qui s'appelle l'IA. Alors, qu'est-ce que ça va faire comme impact justement sur le métier des responsables de l'expérience client et quel est l'impact justement sur les émotions, la relation client, les parcours clients? C'est un tout petit sujet, l'IA. On n'en parle pas beaucoup dans ce salon. Oui, non, mais clairement, il y a 2 ans, on avait eu le plaisir de faire une conférence où tu m'avais demandé un petit peu quelles étaient un petit peu les composantes qui allaient vraiment driver les directeurs d'expérience client dans les 2 prochaines années. Et on avait parlé finalement de différents sujets, finalement de la brique de base qui est la qualité de service, de l'écoute client et de l'expérience client qui permettait un petit peu de faire la différence. On avait beaucoup évoqué le sujet de l'écoute collaborateur et finalement il fallait s'intéresser aussi à l'expérience collaborateur pour avoir finalement des émotions générées pour les clients, mais également sur ce prisme du collaborateur. Et puis on avait aussi commencé à parler de l'écoute des parties prenantes et du sujet de la RSE qui pour moi reste un sujet majeur qu'il va falloir aussi adresser. On voit certaines marques qui en ont subi les conséquences depuis 2 ans. Et donc il faut que dans nos parcours on intègre finalement cette dimension-là également.
Et puis, comme tu l'as dit, finalement, dans cette équation est venu un espèce d'ovni qui a bouleversé un petit peu tout ça et qui nous a obligés à réfléchir sur, finalement, comment trouver la bonne combinaison relationnelle et émotionnelle. Nous, chez nous, la manière dont on a abordé le sujet, c'est que déjà, on a un ADN qui est vraiment porté vers le client et les équipes, je pense aux équipes du front, les équipes de déploiement et les équipes du STC qui sont localisées dans le nord de la France sur Abbeville et sur Arras, c'est des équipes qui naturellement ont une vraie empathie pour les clients. Ça fait partie de notre ADN. Quand on vient chez nous, on sait qu'on est accompagné humainement, qu'on a un discours très proche. Donc du coup, se poser la réflexion de comment intégrer l'IA générative alors qu'on a un vrai ADN tourné vers l'humain, c'est finalement comment ne pas se perdre, nous, en termes de notre culture. Et comment instaurer finalement cette continuité de culture client et de relationnel et d'émotionnel, tout en intégrant de la modernité et peut-être aller combler des trous dans lesquels là on n'est pas présent. Donc la manière dont on a souhaité intégrer ces sujets-là, nous déjà on a 3 prismes d'approche. On travaille pour un grand groupe qui est Bouygues Telecom, qui a d'énormes moyens, qui a une IA Factory, qui va aller explorer tout un tas de solutions d'IA générative. Nous on en bénéficie. C'est un peu l'avantage aussi d'une filiale qui bénéficie des avantages du grand groupe, mais on a aussi également dans notre ADN notre capacité à développer par nous-mêmes. On est éditeur de solutions télécom, c'est ce qui fait qu'on a cette agilité de pouvoir développer nos propres solutions. Donc l'IA, c'est aussi par nous et pour nous qu'on va aussi adopter ce prisme. Et puis après, il y a le dernier prisme, c'est travailler avec un éditeur. Travailler avec un éditeur qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait sur la partie qualité de service? On a travaillé sur qu'est-ce qui pourrait faciliter la vie sur cette partie basique, si on revient sur le diagramme de canaux. Typiquement, l'alias contractuel, comment vérifier l'alias contractuel? On a travaillé avec Finovox qui permet de vérifier la carte d'identité automatiquement sans que ce soit le conseiller qui puisse le faire. On travaille avec l'IA. Ça permet d'accélérer le circuit de souscription chez nous et ça n'a aucune valeur ajoutée en termes d'ancrage émotionnel, ça accélère le circuit. Ensuite, on a travaillé après avec la partie souscription et contractualisation. On travaille avec Mojo qui fait de l'analyse conversationnelle et qui va faire du résumé d'appel et qui va permettre au client de pouvoir directement avoir un résumé de l'ensemble de la conversation qu'il a pu avoir avec son commercial, etc. Donc c'est une manière d'intégrer l'IA en gardant notre ADN également. Et après, bien sûr, aujourd'hui, on est en train de se poser la question sur finalement garder cet aspect humain, le compléter, pourquoi pas avec des solutions encore meilleures, alors qu'ils ne viennent pas se substituer à nos équipes, mais typiquement des solutions type, vous avez peut-être entendu parler de Volubile, qui est quelque chose qui est partenaire éloquent également. Voilà. Et donc ça, c'est bien sûr des choses qui nous interpellent. Les agents conversationnels boostés à l'IA, c'est quelque chose qui viendrait compléter, pourquoi pas, notre dispositif. Et puis, j'ai oublié de parler de tout ça. C'est vrai qu'on utilise Eloquent pour pouvoir mesurer finalement cette performance globale. On rappelle nos clients insatisfaits, et ça c'est un moment d'émotion négative. Systématiquement, on a des managers ici qui s'occupent de travailler à ce rappel des clients. C'est un moment d'émotion négative très fort sur lequel il faut être présent. Et ça nous permet, grâce à ce dispositif de feedback management, de pouvoir être présent là où il faut être présent. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le temps. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot ou c'est... Écoute, je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, donc ce qu'on voulait vous dire cet après-midi, c'est que voilà, dans une relation client de plus en plus digitalisée, l'humain doit faire la différence au bon moment. Les métiers évoluent, tu l'as dit Laurent, hein, associer l'IA dans le métier des conseillers au centre de contact. Nous on le voit, le speech analytic qu'on met en place chez nos clients, le résumé d'appel, tout ça, ça sert aussi au quality monitoring qui va permettre d'écouter plus de conversations, d'avoir des transcriptions et l'écoute client avec les bons outils. Donc on vous a mis un plan d'action, vous le recevrez avec les slides. Là malheureusement on va être un petit peu juste pour faire la session de questions-réponses, mais nos intervenants sont encore quelques minutes là. Vous pouvez les retrouver à la sortie ici ou sur le stand Eloquent et on sera un plaisir de répondre à vos questions. Et bien entendu, n'hésitez pas à venir nous voir au stand E36. On est juste, vous continuez par là et sur la droite. Et donc, ah oui, c'est par là, c'est par là, par ici. Donc on sera à votre disposition si vous voulez voir des solutions de callbot, de quality monitoring, le centre de contact, la voix du client, la voix du collaborateur. On est à votre disposition. Et bien entendu, Véronique, Laurent et Marc sont encore là quelques minutes. Donc si vous voulez échanger avec eux, n'hésitez pas. Merci à tous. Au revoir.